Salam alaikum Mazoul Fillaoun, bonjour. Ça commence à sortir. D'abord, l'actuel PDG de Sonatrach nous apprend qu'ils ont déjà procédé à de la fracturation hydraulique, mais il ne nous dit pas que c'est dans le secret le plus total, bien sûr. Donc il nous dit ça pour nous rassurer, pour nous bourrer le mou. Un raisonnement par l'absurde en quelque sorte, façon de nous assurer que si cela a été déjà fait pendant plusieurs années et qu'il y a encore de la vie au Sahara, c'est que le procédé est donc totalement inoffensif. Ce PDG, à l'instar de sa hiérarchie politique, nous prend donc juste pour des demeurés. Il ne sait peut-être pas que le temps du discours à sens unique est révolu, que les Algériens ne font plus confiance au régime qui dévaste leur pays, qu'ils préfèrent se fier à des gens honnêtes, compétents, sincères, qui ont une conscience et qui sont soucieux de préserver la vie et l'avenir. Ce PDG serait bien inspiré de sortir de sa bulle, de regarder la vérité en face, de ne plus faire semblant d'ignorer que la quasi-totalité de la communauté scientifique, toute celle qui n'a pas un fil à la patte, toute celle qui ne reçoit pas des enveloppes des lobbies pétroliers et toute celle qui n'obéit pas aux injonctions d'Eslel et compagnie, lesquels obéissent eux-mêmes à leur propre patron, cette communauté scientifique a donc pris une position nette, sans ambiguïté, sur le procédé de la fracturation hydraulique, le considérant comme éminemment toxique, d'une très grande dangerosité pour la santé et pour l'environnement. Je me contenterai de donner deux exemples pour étayer mes propos. La France, qui dispose pourtant de capacités énormes en gaz et en pétrole de schiste, et qui est très consommatrice, très demandeuse d'énergie, a refusé néanmoins, de façon catégorique, toute autorisation au groupe pétrolier de procéder à toute expérimentation par fracturation hydraulique. Aucune, je dis bien, aucune exception n'a été faite, ne serait-ce qu'une seule fracturation, pas une seule. C'est dire. Alors, je pose la question à ce PDG et à ses patrons, et aux patrons de ses patrons. Pourquoi la France, qui s'interdit toute fracturation hydraulique expérimentale sur son sol, fait-elle un tel forcing sur le régime algérien pour faire du Sahara son champ d'expérimentation? Pourquoi la fracturation est-elle hautement nocive en France et pas au Sahara, alors que la France dispose de moyens, de compétences et de systèmes de contrôle autrement plus importants que ceux de notre pays, et qu'elle ne représenterait aucun danger dans le nôtre? Qu'on nous explique. Pourquoi? Que ce PDG nous explique pourquoi un même procédé est très dangereux en France et pas dangereux du tout en Algérie. Je voudrais juste que ce PDG, ses patrons et les patrons de ses patrons et tous les nervis qui cancanent d'une seule voix en faveur de la fracturation comprennent une fois pour toutes que s'il faut mépriser l'intelligence de quelqu'un dans cette histoire, ce n'est certainement pas celle des contestataires, parce que ceux-ci sont dans le vrai, qu'ils sont des gens raisonnables, intègres, sincères. Ils ont parmi eux de véritables experts, des gens d'une très grande probité, qui ne fonctionnent pas à la tchipa. Le deuxième exemple que je voulais donner est celui de l'État de New York, qui a formellement interdit, le 17 décembre dernier, il y a un mois environ, toute prospection de gaz et de pétrole de schiste. Je répète, il a formellement interdit sur l'État de New York toute prospection de gaz et de pétrole de schiste. Andrew Cuomo
le gouverneur de l'État a mis en place un dispositif légal pour interdire de façon définitive, c'est dit comme ça, pour interdire de façon définitive et irrémédiable toute exploitation de ce type tant que d'autres méthodes autres que la fracturation hydraulique n'auront pas été trouvées. Cette décision historique, qualifiée de telle par de grands mouvements écologiques américains, cette décision historique est on ne peut plus significative dans un pays où le profit passe pourtant avant tout. Ça montre à l'évidence toute la nocivité de cette fracturation. Je signale que cette décision de l'État de New York est intervenue après un moratoire de 5 ans, de 5 années sur le sujet, où le débat sur la question a été d'une richesse et d'une intensité à peine imaginable. Et pendant ce temps, pendant que dans le monde entier des voix scientifiques éminentes s'élèvent pour exiger l'interdiction de ce procédé mortifère, en Algérie, le régime est doigt sur la couture du pantalon à attendre les ordres des multinationales et d'une certaine puissance occidentale. Et ça commence à sortir. Ça commence à sortir. Ainsi, en plus de cette révélation du PDG de Sonatrach, que des fracturations ont déjà été effectuées depuis des années, dans le secret le plus total, sur leurs effets, des rumeurs persistantes depuis quelques jours font état de fracturation hydraulique dans la région de Ma'askar et de Msila. Mais, alhamdoulilah, il n'y a pas que de mauvaises nouvelles que je vous annoncerai aujourd'hui. En plus de la journée de mobilisation nationale attendue pour demain, dans toutes les villes d'Algérie, une nouvelle réjouissante nous est parvenue tout à l'heure. Pendant toutes ces dernières émissions, j'ai à chaque fois posé une question récurrente à mes invités. Je leur ai demandé de nous expliquer pourquoi l'intelligentsia algérienne est absente d'un tel débat. Pourquoi elle refuse de s'impliquer dans ce qui la regarde en premier chef. Et quelle est la cause profonde d'une telle démission? Alors aujourd'hui, ma consoeur, Houriya Liwa, m'a fait le plaisir de m'annoncer qu'un collectif d'intellectuels et de scientifiques vient de se créer à Ouergla pour prendre à bras-le-corps le problème du gaz de schiste, pour expliquer aux citoyens les risques majeurs de cette opération pour se porter à l'avant-garde de la protesta. Si je savais pousser des youyou, je l'aurais fait. L'un de ces membres de ce groupe est parmi nous aujourd'hui, que j'aurai le plaisir de vous présenter tout à l'heure. Mieux vaut tard que jamais, maintenant que l'intelligentsia se manifeste et qu'elle a décidé d'assumer la responsabilité qui est à la sienne, le pouvoir peut se faire du souci. Aujourd'hui, Al-Watan Insalah à l'épreuve de l'usure par Houriya Liwa. Impact 24 Info. Le PDG de Sonatrach. Nous avons déjà fait de la fracturation hydrique par MM. Le Monde. Gaz de schiste. Et je signale que ce titre date du 17 décembre. Le Monde, gaz de schiste. L'État de New York interdit la fracturation hydraulique. Nous allons commencer par regarder une petite vidéo. C'est la roche sédimentaire la plus répandue sur la planète. Certains schistes contiennent du méthane piégé dans leurs fissures. De ce fait, d'énormes réserves de gaz seraient réparties partout dans le monde. Les réserves mondiales de gaz de schiste sont estimées à 448 000 milliards de mètres cubes, environ 140 ans de la consommation actuelle de gaz naturel. Plus de la moitié de ces réserves se trouvent en Asie et en Amérique du Nord. À la différence des réserves conventionnelles, la roche est ici à la fois source et réservoir. Il est donc impossible de pomper comme dans les poches de gaz naturel. Les quantités de gaz de schiste par mètre cube de roche sont très faibles, et son extraction est techniquement complexe. L'une des techniques est l'hydrofracturation. Avec un derrick, on perce d'abord en profondeur pour atteindre la couche des schistes. Le forage se poursuit horizontalement, souvent sur plusieurs kilomètres. Ensuite, d'énormes quantités d'eau sont injectées. Elles cassent les schistes, libérant le gaz. Cette technologie nécessite non seulement des millions de litres d'eau, mais aussi l'addition de nombreux produits chimiques. Si une moitié de l'eau peut être récupérée,
L'autre moitié peut se diffuser jusqu'aux nappes phréatiques, risquant de polluer l'eau potable. Une autre source de pollution est constituée par les inévitables fuites de gaz au cours de l'extraction, le méthane contribuant beaucoup à l'effet de serre. De ce fait, l'exploitation des gaz de schiste est très controversée. Et si elle s'est d'abord développée aux États-Unis et au Canada, la prospection prend son essor en Chine, en Australie et aussi en Europe. Larbi Zohemia, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Yazmil Fellek, Mas Jamal Din, salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez premièrement? Très bien, c'est Larbi. Il faut que je vous entende pour que je m'arrête au moment voulu. Ah, merci. Est-ce que vous m'entendez là? Ok, allez-y. Oui, alors en Algérie, le régime et ses affidés répondent aux contestateurs que pourquoi vous inquiétez? Regardez les États-Unis, ils sont en train d'exploiter le gaz de schiste et le pétrole de schiste sans aucun problème. Et nous venons d'apprendre que l'État de New York, le 17 décembre dernier, a interdit l'exploitation et toute fracturation hydraulique. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce sujet, sur ce qui se passe aux États-Unis? Premièrement, le contexte américain il est un peu spécifique. Il faut savoir aussi que ce qui est connu jusqu'à présent, la vérité qui est connue mondialement est que la fracturation hydraulique porte un danger, c'est-à-dire en matière de contamination des eaux souterraines, un danger dans la pollution, c'est-à-dire relatif à la pollution de l'air et du sol. Ça, c'est quelque chose, c'est le modus vivendi. OK. Est-ce qu'il y aura d'autres méthodes de fracturation plus tard, ou dans 2 années, ou dans 3 années? Ça, c'est une autre paire de manches. Mais actuellement, ce qui est connu, c'est ça. Les États-Unis, maintenant le cas américain. Il faut savoir aussi que les Américains, c'est-à-dire le continent américain, c'est-à-dire l'État américain se divise en 3 catégories d'États. Il y a ce qu'on appelle les États progressistes, comme le New York State, c'est-à-dire on appelle ça Progressive States, les États progressistes où exactement le poids des municipalités et de la population et de la société civile est pris en compte. Il y a les États qu'on appelle swing states, les États volatiles, qui à un moment donné où il y a ce qu'on appelle un affrontement entre les lobbies et la société civile, à l'exemple de la Pennsylvanie. Et il y a les États conservative states, les États conservateurs comme le Texas, où le poids du lobby pétrolier est dominant. Donc, notre cas ne peut, le cas algérien, allô? Le cas algérien peut s'inscrire dans le contexte de l'État de New York, parce que tout simplement, on ne peut pas, c'est-à-dire, comment dirais-je, comparer l'Algérie au Texas où il y a un grand lobby pétrolier. Et c'est pour cela que le moratoire était efficace et efficient à l'État de New York, étant donné qu'il y a presque 173 municipalités qui se sont dressées contre, y compris les municipalités qui se trouvent à l'ouest, près de la frontière avec la Pennsylvanie, et qui sont connues un petit peu par une paupérisation de la population due aux revenus. C'est pour cela le recours qu'a fait certaines municipalités, c'est-à-dire surtout en Pennsylvanie, c'est de chercher d'autres revenus, quitte à sacrifier l'environnement. Le contexte aussi de la Pennsylvanie est différent de New York. Seulement, je vais vous dire quelque chose d'autre, monsieur Jamel. Oui. C'est que l'État de New York n'est pas le premier État. C'est le deuxième État. Il y a l'État du Vermont. Très bien. Le Vermont aussi est interdit. Oui. Il faut aussi savoir que le gaz de schiste n'est pas dans l'ensemble des États-Unis. Il y a ce qu'on appelle 7 États, même pas 6 États. Il y a ce qu'on appelle le bloc Marcellus. Le bloc Marcellus se trouve, c'est-à-dire ce qu'on appelle une partie qu'on appelle un territoire qu'on s'appelle le Marcellus, qui se trouve dans la Pennsylvanie, dans l'Ohio, dans l'est de la Virginie, West Virginia et New York State. Ça, c'est le bloc. Oui. Il y a le Colorado et le Texas. Oui. Ça, donc, il existe 7 États. Parmi ces 7 États, pour que, ensuite, on ne va pas dire, voilà, il y a le Texas qui fait, la Pennsylvanie, pourquoi pas l'Algérie, on va le chanter. Il n'y a que 6 à peu près États, et sur les 6 États, il y a 2 États qu'on appelle des États progressistes, progressive states, où la population a un poids, où l'opinion publique a un poids, même s'il s'agit
parfois de villes et de cités ou de communautés ou de communes qui sont dans le désœuvrement et qui ont besoin de revenus. Le contexte algérien peut ressembler peut-être au bassin de Barnett de Texas, parce qu'il faut savoir aussi que nous sommes le premier pays au monde, je répète ça, le premier pays au monde, même pas l'Argentine ou le Brésil, qui a des spécificités géologiques se rapportant au désert. Le désert algérien est spécifique. Il y a ce qu'on appelle un norme naturally occurring radioactivity materials. Il y a une radioactivité naturelle à Ain Saleh qui se trouve dans le sable, dans les couches souterraines. Il y a une présence de radioactivité naturelle et toute fracturation à Ain Saleh ou dans le désert, maintenant, je parle pas de l'avenir. Elle est porteur de danger en matière de radioactivité. Mais sinon, sachant que les gens de Ain Saleh s'exposent. Oui. En matière de... nous avons un scientifique avec nous, avec lequel nous allons aborder cet aspect des choses. Mais en matière de contestation de la société civile américaine dans ces États qui ont interdit la fracturation, l'État de New York et le Vermont, comment ça s'est passé? Comment ils ont pu aboutir à une telle finalité? C'est très simple parce que tout simplement l'État en 2008 a commandé un rapport, ce qu'on appelle, comment on dit chez nous, Komodo, Incomodo, quelque chose comme ça. Oui. Il y a un grand rapport de M. Zucker, le responsable de la santé au niveau de l'État de New York, qui en a commandé un rapport. Le rapport, c'est un long rapport, je pense, de quelques 2000 pages ou 2500 pages. Et sur la base du rapport, il y avait une concertation publique. Il y avait ce qu'on appelle un débat public, des séances publiques. Et c'est à base de ces séances-là. Un moratoire de 5 ans. Qui a été prise par la population, par la société civile, qui ont poussé à ce que les municipalités bougent. On s'est retrouvé avec 172 municipalités dans l'État de New York qui ont dit oui au moratoire qui est lancé à partir de 2008, oui au bannissement pour le moment de la fracturation hydraulique parce que tout simplement l'État de New York, sa géographie, elle est favorable au ruissellement. Et c'est pour cela qu'il est impossible de gérer, même les Américains ne peuvent pas gérer les déchets des eaux, les eaux qui ont été utilisées, premièrement les eaux de forage et les eaux qui existent souterraines. Ensuite, la mutation, la migration du gaz en lui-même, la migration dans certains nappes phréatiques. C'est ça, c'est à partir d'un rapport, parce qu'ils sont méthodologiques. Tu n'as pas un Soubrif qui dit n'importe quoi, qui m'a dit, comment il s'appelle, c'est l'air. Ouais. C'est n'importe quoi, la Roche-Mère. C'est le langage. J'arrive pas. Je n'ai pas de qualificatif pour décrire. Soubrivia, vraiment, vous le décrivez très bien. Très, très. Restez avec nous, c'est l'Arbi Zouémia. J'ai le plaisir à présent d'accueillir le professeur Segni Lajel, professeur en biotechnologie et en énergie verte, qui enseigne à l'université de Ouargla depuis plus de décennies, je crois, et est connu pour ses nombreux travaux, pour ses nombreuses publications en matière écologique. Et nous avons le plaisir de le recevoir pour la première fois. Et, comme je vous l'ai dit lors de mon introduction, il est membre de ce groupe qui vient de se créer à Ouargla, et il va nous en parler. Professeur Lajel Segni, merci d'avoir accepté notre invitation. Professeur Lajel. Alaykoum salam. Ahlan bik, monsieur le professeur. الخير في جمال ومرحبا بك وبارك الله فيك على الاهتمام بالقضيه هذه وبالاخص البروبليم دي غاز دي شيست دونك احنا on est là pour vous donner certains éclaircissements. Ben justement, d'abord si Segni, est-ce que vous pouvez nous parler de ce groupe qui vient de se constituer à Ouargla? Oui. D'abord, oui. Je vous en prie. Oui. La question, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce groupe qui vient de se constituer à Ouargla et dont vous faites partie? Donc, c'est un groupe qui est constitué d'intellectuels, d'étudiants, de la société civile. Pardon, c'est Segni. Segni, excusez-moi de vous expliquer. Oui. Il y a un téléviseur à côté de vous. Est-ce que vous pourriez
de mettre le volume à 0 parce qu'il y a un retour. Il y a un téléviseur à côté de vous, mettez le volume à 0, s'il vous plaît. Oui. Voilà, donc, تفضل خويا سقني, parlez-nous donc de ce problème, mais diminuez le volume du téléviseur parce qu'il y a un retour. Hein. Donc, c'est des gens qui luttent pour la justice, le non au gaz de schiste, donc c'est la société civile ici à Orgla. Donc, elle est composée d'intellectuels, elle est composée d'étudiants, elle est composée de gens de différents possibilités, différentes catégories, mais leur seul slogan, c'est non au gaz de schiste. Donc, quand on dit non au gaz de schiste, c'est pas parce qu'on est contre le gaz de schiste pour le gaz de schiste. Donc, on connaît bien la composition des gaz de schiste. C'est le méthane, donc c'est en matière de composition ou de contenants, des constituants conformes des gaz de schiste. C'est un gaz comme les autres gaz, comme le propane ou l'éthane ou autre chose. Mais la technique actuellement qui est utilisée, la technique de fracturation, c'est une technique qui est non maîtrisable, c'est une technique très dangereuse, surtout pour notre cas. Il s'agit de la nappe phréatique, il s'agit de la plus grande réserve d'eau en Algérie. Donc, vu que la technique n'est pas maîtrisable, donc on va pas aller détruire ou démolir nos richesses et nos biens juste parce que pour des petites miettes de dollars de gaz de schiste. Je pense que la question de gaz de schiste doit être... Mais le régime, c'est Segni. Le régime, à travers celle-là, à travers tous les gens qui sont en train de s'agiter, ils disent non, nous maîtrisons parfaitement, il n'y aura pas de pollution. Alors moi, la question que j'aimerais vous poser, vous en tant que scientifique, on dit qu'il faudra à peu près 8 millions de litres d'eau par puits. Où est-ce qu'ils vont mettre, et dans cette eau qu'ils auront utilisée, il y a énormément de produits chimiques très toxiques. Où est-ce qu'ils vont mettre cette eau qui sera empoisonnée en quelque sorte? Oui, justement, c'est ça la question. La question en premier lieu, si on voit par exemple le cas de Ain Salah, il n'y a pas de station de traitement des eaux. Donc ça, c'est le premier point. C'est-à-dire si même ils sont en train de faire des essais d'exploration et tout, donc je pense qu'en matière de traitement, ils ne sont pas des sites pour traiter ce genre d'eau et des quantités énormes. Et si l'eau, je vous donne l'information, la composition à peu près de quels sont les éléments qui composent l'eau. On a les gaz, parmi les gaz qui sont très toxiques, l'H2S. Sur les éléments radioactifs, on aura le radon 226, le radium et l'uranium 235. Ces éléments sont des éléments radioactifs et ils sont détectés dans pas mal de forages de schiste par la technique de fracturation. En plus des éléments très toxiques, les métaux lourds, tels que le mercure, le plomb, l'arsenic, et en plus, il y a ce qu'on appelle les DDX, le benzène, toluène, xylène, qui sont des produits cancérogènes. Ça, c'est les analyses qui ont été faites par l'expert en toxicologie, professeur André Pecot, expert en toxicologie et représentant du Parlement européen. C'est cette personne qui a effectué tout un travail sur les gaz de schiste aux États-Unis et il a donné tout bilan. Tout le monde confirme actuellement que les rejets des gaz de schiste sont des rejets très très dangereux et c'est des rejets qui sont néfastes pour l'écologie, pour l'environnement. Donc, c'est pas à mais à hauteur de nous dicter, ne pas faire que ces produits ne sont pas dangereux ou qui ne causent pas de problème. Donc, tous les scientifiques, sans exception, que ce soit algériens ou étrangers, confirment qu'il y a un réel danger
Donc, c'est régie des eaux de schiste. Donc, il dit qu'on n'a pas de moyens, surtout en matière de radiation, on ne peut pas éliminer, on n'a pas de technique. Jusqu'à présent, à ma connaissance, même à l'échelle mondiale, il n'y a pas de techniques qui sont utilisées pour éliminer la radiation. Donc, c'est des eaux qui sont chargées en produits radioactifs et c'est des eaux qui sont vraiment très, très dangereuses pour la santé humaine. Avant de parler de la nature ou de l'environnement. Donc, je pense que ces gens-là doivent consulter les experts et doivent prendre l'avis des scientifiques avant d'aller faire d'autres aventures. Donc, Segni Lajel, vous êtes une sommité scientifique. Vous avez été au CNRS en France, vous enseignez dans une université, vous avez de nombreux travaux, vous faites des recherches, vous êtes à la tête d'un labo. Vous êtes dans votre parti. L'écologie, c'est votre domaine. Alors, alors, la question que je vais vous poser, elle est toute simple. Il y a des gens qui n'ont rien à voir avec ça et qui sont en train de nous assurer que non, il faut prospecter, il faut exploiter, il faut explorer, on ne peut pas rater cette richesse et il n'y a aucun danger, alors qu'ils ne savent rien. Et vous, l'universitaire, qu'est-ce que vous leur répondez en peu de mots? Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens qui disent qu'il n'y a pas de danger et qu'ils peuvent prendre toute disposition à ce qu'il n'y ait pas de séquelles sur l'environnement et sur la santé des gens? Moi, je dis à ces gens-là, nous, on ne fait pas de politique. Nous, on ne parle pas au nom des politiciens. Donc, dans leurs affaires, on ne s'est jamais mêlé à parler ou à prendre des décisions. Mais lorsqu'il s'agit là des cas de problèmes qui touchent la société, qui touchent le côté technique, je pense qu'il faut laisser les scientifiques parler. Il faut laisser les gens de la spécialité parler. Il faut faire la concertation. Il faut faire un référendum. Il faut ouvrir les débats entre scientifiques. Et on va aboutir, Inch'Allah, à des résultats et à des solutions. Mais mettre, voilà, appeler des gens qui n'ont rien à voir avec cette spécialité, voilà, ce domaine, ils sont en train de convaincre les gens qu'il n'y a pas de danger ou il n'y a pas quoi que ce soit. Je pense que c'est un peu aberrant. Alors, Segni Lajel, maintenant que l'intelligentsia de Ouargla s'est mobilisée, s'est constituée, première question, est-ce que vous allez assister à la manifestation de demain? Et deuxièmement, quelles sont vos actions à venir pour contester cette fracturation hydraulique? Nos actions d'avenir, donc nous, on doit aller jusqu'au bout. On est contre l'exploitation des gaz par la fracturation. Que tout le monde, ce message soit clair pour l'ensemble. On ne va pas sacrifier nos ressources, l'eau et la vie, pour des miettes de dollars. Nous, on est contre cette type de fracturation, cette manière d'exploiter. On est contre. Et l'Algérie n'a pas besoin de gaz d'ici. On a des solutions, on a des alternatives. On a le solaire. L'Algérie, c'est le premier pays au solaire. Dans le solaire, c'est le premier pays au monde. On a la plus grande réserve du monde de solaire. Donc, on n'est pas obligé d'aller vers les solutions, vers les solutions de crimes ou bien des solutions de catastrophes. On est à l'abri de ces solutions. On a tout ce qu'il faut pour mettre notre pays sur la bonne voie. L'agriculture, les jeunes, le solaire, les eaux, on a suffisamment de richesses. L'Algérie, c'est un pays très riche. Les Américains ont dit ça, ils ont dit que l'Algérie est plus grande que les Algériens. 40 millions, on n'est pas 1 milliard. Merci Segni Lajel. Merci Segni Lajel. Merci infiniment. L'Algérie est plus grande que les Algériens, en effet. J'espère que la manifestation de demain, beaucoup de gens vous auront entendu et qu'ils auront compris les enjeux qu'il y a derrière cette manifestation de demain. Je reviens à l'Arbi Zouaïmiya.
L'Arbi Zouaïmia, demain, les protestataires, les contestataires, les antichistes, les militants antichistes, ont appelé toute l'Algérie à manifester autour de leur côté, chacun dans sa ville respective. Et il y aura une manifestation au centre d'Alger face à la Grande Poste. Que pourriez-vous dire aux Algériens depuis les États-Unis sur ce sujet? C'est bien, c'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience. Il faut savoir tout simplement que l'Algérie n'a pas les moyens de contrôle avec les compagnies qui viennent faire la fracturation. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de cas de violation, même dans l'État de la Pennsylvanie, un État qui est de droit, bien sûr. Dans les 7109 puits qui existent actuellement, il y a 3880 violations pour un montant de presque 7 millions de dollars de contravention. La compagnie Talisman que Yousfi veut ramener, qui est concernée en Pennsylvanie par 453 puits, elle a fait 340 violations dans 3 années. Il y a un problème de contrôle en Algérie parce que ce n'est pas la même chose qu'en Pennsylvanie où il y a ce qu'on appelle le projet d'intégrité environnementale où les gens, même les citoyens, sortent avec ses enfants, ils contrôlent, ils vérifient l'eau, ils rapportent, ils téléphonent, mais dans le désert, l'expérience algérienne sera dramatique, calamiteuse. Allô, vous m'entendez? Allô? On vous écoute. Poursuivez, on vous écoute. Elle sera calamiteuse parce que même le bilan des 30 dernières années en matière d'exploitation du pétrole et du gaz, c'est-à-dire il y a un bilan désastreux. C'est tout ce que je peux dire, que les gens se prennent en charge, que la société civile défende ses intérêts. Les intérêts de la société civile ne ressemblent pas aux intérêts de Sellel, de Roul ou de Amara Benyon. C'est le cas, le patriotisme du Midi et du vol, c'est leur credo, et nous, le patriotisme de l'Algérie, de novembre, pas de l'industrie du 1er novembre. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci, Arbi Zouaïmia, pour ces précieuses informations. Merci pour votre militantisme. Merci d'être souvent des nôtres sur El Magharibiya pour nous apporter votre enthousiasme et votre amour de l'Algérie. Demain, il y aura une manifestation. Vous m'excusez, hein, beaucoup de gens qui me reprochent de ne pas faire mon métier de journaliste de façon objective. Je ne peux pas me retenir. Donc, demain, ça nous concerne tous. Chacun où il est. Ça nous concerne tous. Ils veulent tuer la terre-mère. Il faut que nous les en empêchions. Salam alaikum, ala khair bissalama.